Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour un nouveau journal sur BC Télévision. Bienvenue et voici tout de suite les grands titres de l'actualité. L'archevêque de Dungu Doruma, dans la province du Haut-Ouélé, Monseigneur Émile Mouchocho, a été reçu par le directeur adjoint du Fonds de promotion de l'industrie. Ils ont parlé de plusieurs sujets, notamment l'électrification de cette vaste contrée et la réhabilitation du pont stratégique. Le ministère des Transports et Voies de Communication a publié un communiqué officiel confirmant la poursuite du contrôle rigoureux des permis de conduire sur toute l'étendue du territoire national. Seuls les permis biométriques délivrés par la CONADEP sont désormais considérés comme valables. La Russie et l'Éthiopie ont signé un accord préliminaire pour la planification et la construction d'une centrale nucléaire en Afrique de l'Est. L'accord prévoit également la formation du personnel chargé de l'exploitation de la centrale et le développement du secteur nucléaire en Éthiopie. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a clôturé à Kinshasa, la capitale, l'atelier de validation de la politique nationale de gestion des risques de catastrophes en République démocratique du Congo. À l'issue de 3 jours des travaux intenses, plusieurs objectifs et avancées notables ont été enregistrés, à savoir l'enrichissement et la validation de la politique nationale de gestion des risques de catastrophes. Jeanette Fika nous en parle. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui a clôturé l'atelier de validation de la politique nationale de gestion des risques des catastrophes en République démocratique du Congo, tenu du 23 au 25 septembre 2025 à Kinshasa. À l'issue de 3 jours de travaux intenses, plusieurs objectifs et avancées notables ont été enregistrés, notamment l'enrichissement et la validation de la politique nationale de gestion des risques de catastrophes, la création de la plateforme nationale de gestion des risques et des définitions de ces mécanismes de fonctionnement, la clarification de rôles et responsabilités entre le gouvernement central, les provinces, les entités territoriales, la société civile, les partenaires et les communautés, ainsi que l'adoption d'une feuille de route nationale pour la mise en œuvre, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et leur solidarité. Le VPM Jacquemain Chabani a, dans son discours de clôture, réaffirmé l'engagement du gouvernement sur l'instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à traduire les conclusions de cet atelier en actions concrètes. Il a également appelé à une culture partagée et prévention de vigilance et de solidarité. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a reçu à Kinshasa le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le région Albert Zefac. Cette rencontre a permis d'évaluer la coopération en cours et de préparer les prochaines assemblées annuelles d'octobre. Les échanges ont porté sur la consolidation de la collaboration, la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des projets structurants tels qu'Inga et de corridors de l'Obito considérés comme des leviers de croissance pour la République démocratique du Congo. Cette rencontre a réaffirmé le partenariat solide entre la Banque mondiale et la RDC orienté vers un développement durable et inclusif. Et dans un autre chapitre, la vice-ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Noéla Aenganagato, a remis symboliquement les nouveaux passeports biométriques aux requérants du Lualaba. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel du gouvernement en présence de la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini et du président de l'Assemblée provinciale. Les détails dans ce reportage que je vous propose de suivre. Atterri à l'aéroport de Kolwezi, la vice-ministre aux Affaires étrangères, Noéla Aenganagato, s'est aussitôt rendue
à l'hôtel du gouvernement où elle a été reçue par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. Après une brève entrevue avec la gouverneure, Noëlla Aeganagato a présidé au nom de Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, la cérémonie officielle des remises de passeports biométriques dans la salle de conférence du gouvernement devant la gouverneure de cette province, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, du vice-gouverneur, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et tant d'autres. Juste après le discours de la gouverneure remerciant le chef de l'État pour avoir permis aux Congolais d'avoir un passeport conforme aux standards internationaux, à son tour, la vice-ministre Noëlla a dans son discours rappelé au Lualabais que ce passeport n'est pas seulement un simple document, mais bien plus encore. Ce nouveau passeport biométrique est doté de technologies les plus avancées. Micropuce RFID sans contact, page en polycarbonate ultra résistante, dispositif de sécurité sophistiqué incluant l'homologramme, filigrane, invisible et encodage renforcé. Grâce à ces innovations, toute tentative de falsification devient pratiquement impossible. Ce document s'inscrit donc dans une logique de bonne gouvernance, de transparence administrative et de protection renforcée des droits de nos citoyens à l'étranger. Ensuite, elle a symboliquement remis sous les applaudissements les passeports biométriques à la gouverneure et son vice et d'autres autorités provinciales. Les requérants de ce nouveau passeport n'ont pas manqué des mots pour remercier l'autorité provinciale pour son implication personnelle dans le processus d'obtention de ce document. C'est une réalité et non une histoire. Je viens de recevoir mon passeport biométrique, le nouveau. Et c'est un sentiment de joie parce qu'on l'a attendu pendant un bon moment, mais enfin, et grâce à l'implication de Madame le gouverneur, et nous venons de recevoir notre passeport biométrique. C'est parce que l'ancien s'est payé presque à $100, mais là nous l'avons payé à $75 et nous l'avons reçu. Ça, c'est un sentiment de satisfaction. Notez qu'au total, 2267 passeports ont été imprimés pour les premiers requérants de cette province du Lualaba qui se compte désormais parmi les provinces appelées à abriter des centres de capture de passeports biométriques opérationnels, mais plus précisément dans la ville de Kolwezi. Et puis la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique de la RDC, Grace Coutinho, a pris la parole le jeudi 25 septembre 2025 lors d'une séance plénière de haut niveau organisée à New York à l'occasion du 30e anniversaire du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Cette rencontre internationale a réuni plusieurs personnalités et décideurs autour des enjeux liés à l'avenir des jeunes à travers le monde. On écoute la ministre dans un extrait choisi par votre rédaction. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et une responsabilité de prendre la parole aujourd'hui. En ma qualité de ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo, à l'occasion de cette session plénière de haut niveau qui marque les 30 ans du programme d'action mondiale pour la jeunesse. 30 ans après son adoption, le programme d'action mondiale pour la jeunesse demeure un cadre essentiel pour orienter les politiques publiques et accompagner les jeunes vers leur plein épanouissement. Pour la RDC, cette commémoration est l'occasion de dresser un état des lieux des avancées, de reconnaître les défis qui persistent et surtout de réaffirmer notre engagement collectif aux côtés des Nations Unies pour que la jeunesse demeure un levier central du développement durable, de la paix et de l'inclusion. Et concernant la contribution des Nations Unies en RDC, 1995-2025, je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour le rôle déterminant joué par les agences onusiennes au cours des 3 dernières décennies. Ensemble, nous avons institutionnalisé des forums de jeunesse, provinciaux et nationaux, des espaces de dialogue inclusif pour que la jeunesse puisse s'exprimer et contribuer activement aux politiques publiques. En conclusion, ces progrès montrent que lorsqu'un gouvernement engagé travaille main dans la main avec sa jeunesse et ses partenaires, les résultats sont tangibles. Mais la route reste longue et les attentes sont grandes. Excellences distinguées déléguées, 30 ans après l'adoption du PAMJ, il est temps de renouveler notre pacte avec la jeunesse mondiale. La jeunesse n'est pas une catégorie vulnérable à assister.
mais un partenaire stratégique à valoriser. Ensemble, faisons des 30 prochaines années une ère d'opportunités, d'inclusion et de leadership pour la jeunesse congolaise, africaine et mondiale. Je vous remercie. Et pendant ce temps, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a entamé une tournée d'inspection des routes concédées sur toute l'étendue du territoire national. Première étape, l'ancien Katanga, où il a visité le jeudi 25 septembre 2025 les axes Lubumbashi-Kasumbalesa et Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, dans l'objectif de s'imprégner de leur fonctionnement et de prendre des mesures visant à améliorer leur rentabilité. Reportage. Sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa, le ministre John Banza Lunda, qu'accompagnait le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, et quelques députés, sous la conduite du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a marqué un premier arrêt au poste de péage de Kanyaka. Nico Nzaou a notamment fait savoir que sous peu, tous les postes de péage au pays seront automatisés. Le concessionnaire SGR a présenté au ministre et ses accompagnateurs le fonctionnement du poste de pesage installé pour lutter contre la surcharge qui détruit précocement la route. Il a par la suite présenté succinctement comment se fait le paiement qui donne droit au passage à chaque type de véhicule. Attentif, le ministre a posé plusieurs questions d'éclaircissement auxquelles des réponses lui ont été fournies, notamment par la coordination qui contrôle et certifie les recettes. Un second arrêt pour cette première route a été observé au poste de péage de Kasumbalesa village. Le cap a par la suite été mis sur la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya. Ici, c'est le concessionnaire Jayou qui opère. Nouveau type de portique pour le poste de péage, couplé au poste de pesage, avec des cabines d'un autre modèle, mais le même principe. Chaque type de véhicule s'acquitte d'un droit de passage pour utiliser la route. Le ministre, qui tient à plus de rentabilité de ces routes concédées, a souhaité que l'opération d'automatisation des postes de péage s'accélère, car ceci permettra de mieux contrôler les recettes. Le ministre a par la suite poursuivi son périple jusqu'au port sec de Lukangaba, à la frontière avec la Zambie. Ici, outre les bureaux administratifs, il a pu observer les immenses parkings à l'import comme à l'export. C'est d'ici qu'il s'est exprimé en ces termes. Nous sommes en train d'inspecter les travaux qui sont faits sur ces tronçons. En même temps, avoir une idée pour essayer d'évaluer le fonctionnement des différentes concessions. Et ici, nous sommes au port sec de Sakanya, où nous sommes témoins des œuvres que réalise son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sortie des terres, cette route n'a jamais existé. Et je peux vous assurer que c'est l'une des meilleures routes de la République. Autre chose, le ministre d'État Guy Luando Mboyo et son collègue Aimé Molendo Sakombi travaillent main dans la main pour un suivi rigoureux du projet de loi sur le barrage Inga. L'initiative vise à renforcer l'accompagnement de ce texte stratégique, faisant d'Inga un levier de développement et un symbole de souveraineté énergétique pour la République démocratique du Congo dans le cadre du programme du gouvernement 2024-2028 porté par le président de la République, Félix Tshisekedi. Suivez. Le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Maître Guy Luando Mboyo, a tenu une séance de travail ce jeudi 25 septembre à son cabinet avec son collègue de ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi. Au cœur des échanges, le suivi du projet de loi sur les grands Inga inscrit dans l'agenda législatif du gouvernement, pilier de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire de la RDC une puissance énergétique en Afrique. Maître Guy Luando Mboyo a souligné l'importance d'un encadrement parlementaire rigoureux pour ce texte clé dans la résolution durable du déficit énergétique en RDC et sur les continents. Il a rassuré de son accompagnement total afin de conduire cette loi à bon port. Dans le programme d'action du gouvernement de la République, qui est dirigé par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, il y a un certain nombre de textes prioritaires qui sont repris, dont la loi relative au projet d'Inga. Nous serons aux côtés de Monsieur le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité pour l'accompagner, parce que nous avons dans nos attributions la gestion de l'agenda législatif du gouvernement.
pour que cette fois-ci, qu'on n'arrive pas à un rejet de cette loi par le Parlement, mais plutôt par son adoption et au cours de cette session. Il est vrai que, conformément à la Constitution, la session de septembre est budgétaire, c'est-à-dire l'adoption de la loi de finances 2026. Nous allons nous mettre au travail. De son côté, le ministre Aimé Molendo Sakombi se dit rassuré d'avoir trouvé l'homme qu'il fallait, Maître Guiluando Mboyo, qui pour lui est l'allié stratégique pour garantir le succès de la procédure parlementaire de ce projet de loi. C'est sous le magistère du président de la République, chef de l'État, que ce projet est en train d'être boosté. Et aujourd'hui, il est question que nous puissions amener une loi consacrée à Inga avec une clarté au niveau du volet fiscal pour nos bailleurs, pour qu'on puisse alors confirmer la bancabilité de ce projet et aller donc de l'avant sur un projet qui va révolutionner. On ne peut pas développer un pays dans le noir. Situé à 150 km de l'embouchure du fleuve Congo, les grands Inga pourraient, selon les experts, fournir jusqu'à 40% d'électricité du continent africain. Un projet emblématique qui incarne la volonté du président de la République qui est de transformer le potentiel naturel de la RDC en moteur de développement et d'intégration régionale. Ça aussi, je voulais annoncer en titre que le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI a reçu dans son cabinet de travail le jeudi 25 septembre 2025 Monseigneur Émile Mouchocho, archevêque du diocèse de Dungu-Doruma dans la province du Haut-Ouélé, qui est venu solliciter l'appui du FPI sur l'électrification de cette vaste contrée et la réhabilitation du pont stratégique de Dungu. Reportage. Le Haut-Ouélé, une province à fort potentiel, reste confrontée à un déficit criant en énergie électrique et à des infrastructures dégradées. C'est dans ce contexte que le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindoa, a reçu ce jeudi 25 septembre Monseigneur Émile Mouchocho, évêque du diocèse de Dungu-Doruma. Au centre des échanges, l'électrification de cette vaste contrée et la réhabilitation du pont stratégique de Dungu, essentiel pour relancer le commerce et améliorer la mobilité des populations. Nous sommes soutenus par ce fonds parce qu'ils le font. Ils le font, ils soutiennent les entreprises, les initiatives des gens et afin de voir comment les booster. Et c'est dans ce sens-là que nous aussi, nous attendons cela de FPI et même qui sera secondé par ANSER. Et s'il y aurait des activités qui naîtraient à partir d'une centrale électrique, ça pourrait aider à développer les milieux et à donner de l'emploi aux gens afin de leur permettre d'avoir de quoi vivre. La remise en état de ce pont permettra non seulement de faciliter la circulation, mais aussi d'acheminer les équipements nécessaires à la relance de la centrale hydroélectrique de Kibali 1. Une synergie entre infrastructure et énergie, gage d'un développement intégré. Le FPI est disposé à examiner ce projet avec attention dans la droite ligne de la vision du président de la République qui fait de l'industrie et de l'énergie des catalyseurs des prospérités. Au-delà de l'accès à l'électricité, ce projet ouvre de nouvelles perspectives, développer l'agro-industrie, moderniser les PME, renforcer l'éducation numérique et améliorer les services de santé. Cette audience traduit une convergence des vues entre l'Église catholique et le FPI, un partenariat au service des communautés pour inscrire durablement le Haut-Ouélé dans la dynamique nationale de développement. Direction le Kasaï oriental où le gouverneur de cette province, Jean-Paul Mbweboa Kapo, a repris officiellement ses fonctions au cours de la cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée au gouvernorat. Le gouverneur a appelé à l'unité pour le développement de cette province. Il a exprimé sa gratitude et a lancé un message fort à l'endroit de ses collaborateurs et de la population. Je vous propose de suivre son retour dans cet élément. Ce jeudi 25 septembre 2025, après près de 4 mois d'absence, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbweboa Kapo, a officiellement repris ses fonctions. La cérémonie empreinte de respect institutionnel s'est tenue sous la présidence de l'inspecteur de la territoriale, François Eyamba, dans la salle des réunions du gouvernorat de province.
Après une prière d'ouverture, des documents officiels ont été lus, l'autorisation des sorties du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suivi du procès-verbal de reprise des fonctions après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le vice-gouverneur Augustin Kaïmba Moulemena a présenté un bref rapport de gestion de l'intérim, avant d'adresser ses vœux de bon retour au chef de l'exécutif provincial. Prenant la parole, Jean-Paul Mbouba Kapo a exprimé sa gratitude envers tous les agents du gouvernorat et des services de sécurité, réaffirmant son engagement pour la paix, l'unité et la cohésion sociale. Un message fort, porteur d'espoir pour relancer le développement du Kasaï oriental. Le PV des remises et reprises a été signé par le gouverneur et le vice-gouverneur. C'est le 19 mai 2025 que le gouverneur de province a quitté Mbujimaï au terme d'une remise et reprise avec le vice-gouverneur. Il reprend ses fonctions, déterminé à réaliser ses ambitions, ses rêves d'un Kasaï oriental prospère et reluisant, avec un accent particulier sur son slogan « Demain, c'est aujourd'hui ». La régie de voies aériennes RVA a sollicité au cours d'une réunion l'appui du gouvernement provincial pour procéder à la démolition des constructions anarchiques et érigées sur la servitude aéroportuaire, précisément dans l'enceinte de la concession de la RVA au quartier Mbata Koulousou et Mikondo. À l'issue de la dite réunion, une descente d'inspection a été organisée sur les sites concernés qui est actuellement occupé et transformé en quartier. Jeannette Fika revient. À très bientôt la démolition des constructions anarchiques sur la servitude aéroportuaire à l'aéroport international d'Indjili. La régie de voies aériennes RVA a sollicité l'appui du gouvernement provincial via le ministre provincial de l'Environnement pour procéder à la démolition des constructions anarchiques érigées sur la servitude aéroportuaire, précisément dans l'enceinte de la concession de la RVA au quartier Mbata Koulousou et Mikondo. C'est au cours d'une réunion présidée par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Désiré Casimir et Bérandé, en présence de plusieurs services de l'État, que la requête a été officiellement formulée par le directeur général intérimaire de la RVA, Louis Blaise Londolé Lokoy. Empêché. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a été représenté par le ministre Léon Moulumba, qui a réaffirmé la disponibilité de son ministère à accompagner la RVA dans cette opération, soulignant justement la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Il ressort cependant de cette réunion qu'une descente d'inspection a été organisée sur le site. Le participant ont insisté sur l'urgence de libérer ces sites stratégiques dans les prochains jours afin d'assurer la sécurité aéronautique autour de l'aéroport international d'Indjili. Et en dehors de nos frontières, la Russie et l'Éthiopie ont signé un accord préliminaire pour la planification et la construction d'une centrale nucléaire en Afrique de l'Est. Ce projet, porté par Rosatom et la compagnie d'électricité éthiopienne, s'inscrit dans la stratégie de Moscou d'accroître son influence énergétique sur le continent, alors que d'autres pays africains comme le Niger et l'Égypte manifestent également leur intérêt pour le nucléaire civil. La presse internationale. La Russie et l'Éthiopie ont signé jeudi un accord préliminaire pour la planification et la construction d'une centrale nucléaire en Afrique de l'Est. Ce projet est porté par Rosatom, la société nucléaire russe, en partenariat avec la compagnie d'électricité éthiopienne. L'objectif est d'étoffer le secteur énergétique en Éthiopie et d'étendre l'influence de Moscou en Afrique. L'accord prévoit la rédaction d'un plan détaillé de construction et d'une feuille de route. Il inclut aussi un accord intergouvernemental pour assurer la réalisation du projet. Les deux parties travailleront ensemble sur les aspects techniques et économiques. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est le seul pays africain à exploiter une centrale nucléaire. D'autres pays comme le Niger et l'Égypte ont également montré leur intérêt pour le nucléaire civil. Ce journal est terminé, place à présent au rappel de principaux titres.
L'archevêque de Dungu Doruma, dans la province du Haut-Ouélé, Monseigneur Émile Mouchocho, a été reçu par le directeur adjoint du Fonds de promotion de l'industrie. Ils ont parlé de plusieurs sujets, notamment l'électrification de cette vaste contrée et la réhabilitation du pont stratégique. Vous avez suivi dans ce journal que le ministère des Transports et Voies de Communication a publié un communiqué officiel confirmant la poursuite du contrôle rigoureux des permis de conduire sur toute l'étendue du territoire national. Seuls les permis biométriques délivrés par la CONADEP sont désormais considérés comme valables. Et enfin, la Russie et l'Éthiopie ont signé un accord préliminaire pour la planification et la construction d'une centrale nucléaire en Afrique de l'Est. L'accord prévoit également la formation du personnel chargé de l'exploitation de la centrale et le développement du secteur nucléaire en Éthiopie. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre attention soutenue et votre fidélité. Merci de rester fidèle au programme de BST Télévision. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera avec le même plaisir. Au revoir et bon week-end chez vous. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.